Bienvenue à nouveau. Nous sommes ici avec Alex Krainer, analyste de marché, auteur et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Merci d'être venu. Nous vivons, semble-t-il, une époque à la fois très intéressante et dangereuse. L'hégémonie mondiale des États-Unis qui définissait l'ordre mondial a déjà disparu. Les États-Unis agissent de manière de plus en plus imprévisible. Ils ne peuvent plus compter sur le libre-échange et ne peuvent pas rivaliser avec la Chine. À la place, nous voyons le militarisme utilisé pour renforcer leur position. Les anciennes alliances ne remplissent plus leur rôle et se désagrègent rapidement. Nous voyons se mettre en place des relations économiques de plus en plus prédatrices. Une guerre contre la Russie, une guerre possible contre la Chine et probablement bientôt une guerre avec l'Iran, voire des discussions sur la prise du Groenland. Bien sûr, il y a eu l'attaque contre le Venezuela et Trump a déjà mentionné plusieurs autres pays d'Amérique latine qu'il aimerait cibler. Le droit international ne semble pas très bien se porter, puisque les États-Unis et les Européens ne se contentent pas de saisir des navires, mais les attaquent, avec, selon moi, une riposte probable de la Russie d'ici peu. Et bien sûr, les États-Unis semblent se diriger vers la faillite, ou du moins vers une grave crise économique, y compris pour le dollar. Mais au lieu de rétablir la discipline budgétaire, les États-Unis se comportent comme un marin ivre. Alors, pourquoi ne pas simplement augmenter le budget militaire à 1,5 billion de dollars? J'ai l'impression que nous nous dirigeons vers une confrontation majeure. Comment évaluez-vous la situation plus large ici? Est-ce l'économie qui provoque cette débâcle ou a-t-on simplement trop de choses dangereuses qui se produisent en même temps? Oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, nous vivons une période très dangereuse, sans précédent et extrêmement difficile à interpréter. Évidemment, l'économie est en fin de compte à la base de tout, mais je pense que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont complexes, car ils touchent à tout l'ordre des alliances auxquelles nous étions habitués depuis la Seconde Guerre mondiale. Certaines de ces alliances servent des intérêts et des investissements qui s'inscrivent sur une échelle de temps bien plus longue que ce que nous considérons. Un chargement de pétrole ici, un chargement de pétrole là. Vous savez, quelques dizaines ou quelques centaines de millions de dollars de pétrole volé, la prise de contrôle du pétrole du Venezuela. Je pense que tout cela se passe dans le cycle immédiat, alors que nous semblons changer de millénaire. Nous semblons changer d'époque. Nous allons peut-être même dans une direction complètement différente de celle à laquelle nous étions habitués depuis 500 ans. Donc, les choses sont extrêmement confuses et difficiles à interpréter, et je pense que rien n'est vraiment ce qu'il paraît, à commencer par le Venezuela. Vous savez, je suis encore stupéfait que Trump soit allé au Venezuela avec son armée, qu'il ait enlevé Nicolás Maduro et l'ait amené à New York pour être jugé. Cette action présentait un rapport risque-récompense si défavorable que je ne peux m'empêcher de croire qu'elle résultait d'une sorte d'accord. Entre qui et qui, il est difficile de le dire, mais plus j'en apprends sur la situation, plus je suis enclin à penser que l'accord était en réalité entre Trump et Maduro eux-mêmes, que Nicolás Maduro a été dégagé à ce moment-là, et c'est, tu sais, une exclusivité mondiale, parce que je viens tout juste d'arriver à cette conclusion demain, et je ne sais pas si j'ai raison. C'est simplement l'une des explications plausibles de ce qui s'est passé, que Trump cherchait en fait à anticiper un changement de régime au Venezuela. Parce que qu'a-t-il fait?
Il a fait sortir Maduro. Certains anciens professionnels des opérations spéciales et du renseignement avec qui j'ai parlé partagent ma conviction que Maduro a simplement été placé en détention protectrice. Et pourquoi cela serait-il le cas? Eh bien, nous avons tous remarqué que le régime n'a jamais changé. Rien du tout n'a changé dans le régime au Venezuela, à part le fait que Nicolás Maduro a été écarté. À présent, nous devons porter un peu notre attention sur la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Elle met en avant la doctrine Monroe et évoque le démantèlement de l'infrastructure des puissances adverses dans l'hémisphère occidental. À première vue, on pourrait penser qu'il parle de la Chine et de la Russie. Et vous savez, la Chine et la Russie ont fait d'importants investissements au Venezuela. Cela n'a pas donné grand-chose, mais vous savez, ils sont toujours présents. Il semble donc que Trump ait un problème avec la Chine et la Russie. Mais encore une fois, prendre un tel risque pour quelque chose qui aurait pu être fait d'une manière complètement différente, c'est-à-dire que Trump aurait pu conclure un accord avec Nicolás Maduro et qu'il finira au bout du compte par faire des accords avec le gouvernement vénézuélien tel qu'il est. Trump aurait pu discuter de la situation avec les Chinois et les Russes et parvenir à un accord, ce qu'ils ont probablement fait de toute façon. Alors pourquoi tout ce tapage? Quel est l'intérêt? Je trouve deux éléments de données ici très intéressants, enfin trois en réalité. Le premier, c'est que je crois qu'en 2024, le G7 a publié une déclaration contestant la légitimité du gouvernement de Maduro. Donc c'était après les élections, ou bien était-ce en 2022, je ne sais plus trop, enfin les dernières élections, ils ont publié une déclaration. Et rappelons que le G7, c'est essentiellement les puissances coloniales européennes, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne. Les États-Unis y participaient encore, toujours sous, l'administration Biden, ou peu importe, l'administration Blinken et Sullivan, donc complètement sous l'emprise des néoconservateurs. Et ils ont contesté la légitimité du gouvernement de Nicolás Maduro et rejeté les résultats des élections. Ils ont publié une déclaration officielle à ce sujet, que j'ai trouvée très intéressante, c'est pas très long, ça dit juste à peu près cela. Et puis vous savez, le comité Nobel décerne le prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado, ce qui est en soi une chose étrange. Which is a strange thing in itself. And that one, I was certain from the start that it didn't. Et celui-là, j'en étais certain dès le départ, ne venait pas de Trump. C'est-à-dire que ce n'était pas l'administration Trump qui avait fait pression sur le comité Nobel pour attribuer le prix à Maria Corina Machado. Cela venait donc d'ailleurs. Et à mon avis, cela ne pouvait venir que d'un autre camp, celui de l'ordre mondialiste fondé sur des règles, peu importe comment on le nomme. Est-ce le cercle de Davos, la City de Londres, la Grande-Bretagne et les puissances européennes? Mais il est là et il est probablement très étroitement lié aux oligarchies bancaires européennes. Je pense donc qu'il y avait une chance qu'il prépare un processus de changement de régime du même type que celui qu'ils viennent de mener en Iran, une révolution de couleur en quelque sorte. Car le Venezuela était et est probablement encore rempli d'agents de la CIA et du MI6, et ainsi de suite. Et puis, le troisième élément de données à ce sujet concerne ce qu'on appelle l'Organisation des États américains, à laquelle personne ne prête vraiment attention. Ils essaient de rester discrets, mais c'est en réalité un immense mastodonte qui a été extrêmement actif, et de plus en plus actif, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, à peu près depuis qu'ils ont commencé à mettre en œuvre ce qu'on appelle les objectifs mondiaux, les ODD. Les objectifs de développement durable, l'agenda 2030 des Nations Unies, le Grand Reset. Il y a eu une forte implication des grandes entreprises technologiques américaines, Microsoft, Facebook, Jeff Bezos, le Washington Post, le New York Times, le Wall Street Journal. L'idée était de mettre en place des initiatives telles que la connectivité Internet, la numérisation des gouvernements
et l'introduction de monnaies numériques de banque centrale. Central bank digital currencies. They had a massive initiative there called Better Than. Ils avaient là-bas une vaste initiative appelée Better Than Cash, qui visait à promouvoir l'adoption des monnaies numériques pour tous, en parallèle avec des réformes électorales, des questions de genre, des politiques de lutte contre le changement climatique et des transitions énergétiques. En somme, toutes ces initiatives auxquelles nous nous sommes plus ou moins habitués en Occident, des choses liées à l'agenda mondialiste comme le changement climatique, l'idéologie LGBT, les identités numériques, les monnaies numériques des banques centrales, la surveillance, les vies intelligentes, tout cela était de plus en plus poussé en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, avec des milliards de dollars à l'appui. Et cette organisation des États américains est un cas particulier, car elle travaille en collaboration avec les Nations Unies sans en faire partie. Elle coopère, mais l'OEA est autonome. De plus, l'Organisation des États américains bénéficie d'une immunité juridique totale, ce qui la rend entièrement non responsable au regard du droit américain ou des lois des pays concernés. Leur siège se trouve à Washington, D.C., mais ils bénéficient d'un statut spécial, ce qui signifie que les forces de l'ordre américaines ne peuvent pas pénétrer dans leurs locaux, ni saisir leurs documents ou leurs ordinateurs. En somme, il n'y a rien qu'elles puissent faire. Ils sont complètement en dehors de la loi. Cela dit, et c'est un point important, revenons à la stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Lorsqu'ils parlent de démanteler l'infrastructure des puissances adverses, cela me semble représenter une menace bien plus grave pour la sécurité des États-Unis, et en particulier pour l'administration Trump, ou toute administration qui souhaiterait détacher les États-Unis de l'empire mondial, que tout ce que font la Russie ou la Chine. Car les Russes et les Chinois mènent une coopération économique et sécuritaire directe avec le Venezuela et d'autres nations d'Amérique latine. Ici, nous avons essentiellement un incubateur pour toutes ces idées mondialistes dystopiques que l'administration Trump a rejetées pour les États-Unis. Et une partie de cette équation consiste à inonder le pays d'une immigration incontrôlée. Une autre partie consiste à inonder les États-Unis de drogues qui ne viennent pas du Venezuela en grande quantité, si tant est qu'il y en ait. Elles proviennent en grande partie du Mexique, de l'Équateur et du Canada. Mais le problème le plus grave, bien plus grave, c'est le blanchiment d'argent. Car sans les services des banques qui s'y livrent, les cartels de la drogue, des armes et du trafic d'êtres humains se fragmenteraient et deviendraient faciles à gérer. Mais comme ils disposent de services bancaires pour le blanchiment d'argent, ce sont des organisations robustes et hiérarchisées, avec d'énormes sommes d'argent à leur disposition, de l'argent qu'ils utilisent pour acheter des choses comme des armes lourdes. Ils ont des troupes de commandos, des brigades entières, des véhicules blindés de transport de troupes, des hélicoptères, des sous-marins, des armes lourdes. Tout cela représente une menace. Et ensuite, en gardant tout cela à l'esprit, on revient aux déclarations de Donald Trump, Marco Rubio et d'autres, et on voit qu'ils parlent de s'attaquer au réseau de trafic de drogue, où Maduro n'est en réalité pas du tout en haut de la liste des suspects. Donc tout cela semble extrêmement étrange. So the whole thing seems extremely strange. And I don't think that we have a clear explanation. Et je ne pense pas que nous ayons une explication claire, mais la gamme des explications plausibles est si large que je pense que nous devrons simplement attendre et voir ce qui se passe. Une explication plausible est que toute l'intervention au Venezuela était en réalité une manière pour Trump de prévenir une opération de changement de régime. Parce que, vous savez, si ces forces mondialistes, appelons-les Agenda 2030 de l'ONU, le Grand Reset, prenaient le contrôle du Venezuela, alors le pays pourrait devenir une tête de pont vraiment dangereuse dans la région,
une qui pourrait menacer de déstabiliser les États-Unis. L'idée était donc peut-être de préserver le régime tout en menant une action symbolique en écartant Maduro. Et je dois aussi dire que j'ai ensuite fait quelques recherches sur Maduro, sur l'organisation des États américains, ce qu'ils font et avec qui ils travaillent, parce qu'ils sont liés à littéralement des centaines d'organisations non gouvernementales et disons de groupes de la société civile comme l'Open Society de George Soros et ainsi de suite. Et ils ont cet accord selon lequel leurs immunités juridiques sont automatiquement transférées à leurs agents et représentants. Donc disons que si Alex Krainer devient un contractant de l'Organisation des États américains, j'obtiens leur immunité. Ainsi, si je traverse la frontière, vous ne pouvez pas fouiller mes bagages, vous ne pouvez pas examiner mes documents, vous ne pouvez pas prendre mon téléphone ou mon ordinateur, et vous ne pouvez pas me poursuivre ni engager d'action en justice contre moi. Et donc vous savez, Microsoft, Facebook, le Wall Street Journal, le Washington Post, Open Society, l'Institut Open Society de George Soros, toutes ces ONG et organisations de la société civile bénéficient de cette immunité alors qu'elles promeuvent le Grand Reset, l'agenda 2030, pratiquement dans toute la région, dans tout l'hémisphère occidental, au sud des frontières des États-Unis. Le Venezuela est le seul pays de cette région qui n'est plus membre de l'OEA. C'est pourquoi je me suis dit que, dans ce cas, du moins d'un point de vue idéologique, il ne devrait pas entretenir une relation conflictuelle avec l'administration Trump. They shouldn't be in an adversarial relationship with the Trump administration because Depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir, la relation entre le Venezuela et l'Organisation des États américains a commencé à se détériorer, au point que l'OEA est devenue un peu comme l'AIEA. Tu vois, elle avait été créée avec un certain ensemble d'idées, mais elle a fini par être complètement récupérée par ses agendas mondialistes. Elle est devenue l'un des principaux acteurs contestant la légitimité du régime Maduro. Mais en même temps, idéologiquement, elle représente le plus grand et peut-être le plus dangereux ennemi des États-Unis, avec en plus l'immunité juridique, les exemptions fiscales et toutes sortes d'autres privilèges dont les Chinois et les Russes eux-mêmes ne bénéficient pas. Je pense donc qu'il est très difficile de savoir ce que l'administration Trump sait réellement à propos de tout cela. Je pense qu'ils en savent beaucoup, car très peu de temps après avoir enlevé Maduro, Trump a annoncé qu'il se retirait de 66 de ces organisations internationales. L'OEA n'en faisait pas partie, mais ils ont placé l'OEA sous examen et ont apparemment suspendu certains de ses programmes aux États-Unis, ainsi que le financement américain de certains de ces programmes. Au total, il existe environ 76 de ces organisations internationales qui bénéficient d'immunités juridiques, d'exemptions fiscales et ainsi de suite. That enjoy legal immunities and tax exemptions and so forth. And Trump withdrew the United States from 66 of them. Et Trump a retiré les États-Unis de 66 d'entre eux. Cela me dit que c'est cette infrastructure qu'il vise réellement. Ce n'est pas forcément la Chine, ni forcément la Russie, ni forcément le pétrole du Venezuela. Je pense qu'il s'agit vraiment de ce que George Soros a appelé un affrontement entre deux systèmes de gouvernance. Et ce système de gouvernance mondialiste utilise toutes ces organisations internationales qui bénéficient d'immunité. Elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. C'est pourquoi nous nous demandons, pourquoi Bill Gates est-il un homme libre? Pourquoi Anthony Fauci est-il un homme libre? Pourquoi pulvérise-t-il nos cieux sans que personne ne soit tenu pour responsable? Why are they spraying our skies and nobody is held accountable? You know, it doesn't seem that anybody is ever held accountable, and it's because they all... Tu sais, on a l'impression que personne n'est jamais tenu pour responsable, et c'est parce qu'ils bénéficient tous d'immunité légale. Les forces de l'ordre américaines ne peuvent pas les poursuivre.
Bref, c'est long, c'est très alambiqué, c'est très compliqué. Mais si tu te concentres sur certaines études de cas, disons le trafic de fentanyl, de méthamphétamine, de marijuana et d'autres drogues du Canada vers les États-Unis, tu te rends compte que c'est une grande source de danger pour les États-Unis. Et puis tu réalises qu'un grand nombre de ces organisations sont immunisées. Elles sont tout simplement hors de portée des forces de l'ordre américaines. Et c'est une source de grande frustration pour les États-Unis. And it's a source of great frustration to the United States. For your viewers, I would. Pour vos téléspectateurs, il existe une publication en ligne appelée The Bureau qui a publié en mars de cette année une longue interview avec un homme nommé David Asher. David Asher était un haut responsable du département d'État américain et a joué un rôle important dans le groupe de travail de l'administration Trump sur la lutte contre la drogue et les crimes financiers. Il a accordé une interview dans laquelle il a expliqué beaucoup de choses que ni Marco Rubio ni Trump n'avaient mentionnées. Eh bien, Trump a tout de même déclaré après l'enlèvement de Maduro qu'une grande partie de la drogue venait du Canada. Mais ensuite, les médias n'ont pas été intéressés. Ils n'ont pas réagi en disant « Oh, attendez, vous avez dit le Canada ?» Que veux-tu dire exactement? Peux-tu développer? Personne ne pose de questions. C'est comme si personne ne voulait savoir. Et il n'a pas donné plus de détails. Mais si tu retournes à cette interview avec David Asher, il explique beaucoup de choses et il montre très clairement que les États-Unis sont extrêmement frustrés par le gouvernement canadien qui est totalement non coopératif. Même lorsqu'ils démantèlent d'immenses laboratoires de fentanyl au Canada et obtiennent des preuves de blanchiment d'argent à grande échelle par des banques canadiennes, il n'y a ni inculpation ni enquête. Rien ne se passe. Ces gens continuent simplement. Ils changent juste de numéro de téléphone. They change their telephone numbers, they change their addresses, they change their operations. Ils changent d'adresse, ils modifient un peu leurs opérations et ils continuent à faire passer de la drogue en contrebande vers les États-Unis. Je soupçonne donc que l'action au Venezuela est liée à tout cela. Comment exactement? Je ne sais pas, car le Venezuela ne semble pas vraiment correspondre à la liste des suspects. Et encore une fois, le rapport risque-récompense de cette action n'a absolument aucun sens. C'est donc une forme différente de guerre, menée de toute évidence, de manière clandestine et trompeuse. Même ce que nous savons, grâce aux déclarations publiques et aux communiqués de presse, ne nous dit pas la vérité. Cela ne nous donne pas une vision complète de la situation. Il semble en effet que les États-Unis essayent maintenant de modifier un peu les règles du jeu. À mesure que leur puissance s'affaiblit, ils veulent un contrôle plus direct, moins de dépendance envers les systèmes d'alliance. Ainsi, ils disent aux Taïwanais que l'industrie des semi-conducteurs devrait être transférée immédiatement aux États-Unis. Puis, ils affirment que le Danemark et le Groenland doivent être placés sous contrôle américain afin de sécuriser ces corridors stratégiques. L'Amérique latine doit bien être subordonnée aux États-Unis pour empêcher la Chine de devenir la puissance économique dominante dans leur arrière-cour. On voit donc tout ce remaniement. Mais comment comprendre la détérioration des relations entre les États-Unis et les Européens? Parce qu'il semble que les Européens soient prêts à aller très loin. Tu sais, même détourner le regard et faire comme si les États-Unis ne menaçaient pas de s'emparer d'un territoire européen avec le Groenland. Et ils sont encore disposés à soutenir les États-Unis sur tout, du Venezuela à l'Iran, quoi qu'ils veuillent faire. Mais les États-Unis paraissent très condescendants, comme s'ils disaient « Eh bien, ce n'est pas suffisant ». En somme, on dirait qu'ils aimeraient aussi provoquer des divisions au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce qui motive cette relation? Parce que les Européens ne semblent pas comprendre pourquoi les États-Unis ne les accueillent pas à bras ouverts, alors qu'ils leur offrent une loyauté totale.
Je pense que l'administration Trump considère les Européens comme des adversaires. Je pense qu'il est facile de critiquer la Chine publiquement aux États-Unis, car après tant d'années à la diaboliser, l'opinion publique la considère comme l'ennemi. Les Européens, bien. Les Européens, alliés. La Russie, mal. La Chine, mal. Donc Trump ne veut pas bouleverser cela. Il ne veut pas s'adresser au public américain pour lui dire « Regardez, les Britanniques, les Français, les Allemands, ce sont nos ennemis », car les gens ne comprendraient pas. Mais je pense que tous ces grands réajustements des objectifs mondiaux et le fait que les États-Unis assurent la sécurité des nations européennes, tout cela a épuisé les États-Unis, les a vidés de leur substance. Je pense que l'administration Trump perçoit les oligarchies européennes comme le parasite qui a transformé les États-Unis en puissance mondialiste, en empire, alors qu'ils étaient censés rester une république. Et vous savez, si l'on revient à la stratégie de sécurité nationale et à la réaffirmation de la doctrine Monroe, cela ne signifie pas nécessairement que nous allons forcer tout le monde dans notre voisinage à se soumettre. La doctrine Monroe visait à tenir les puissances coloniales européennes à l'écart de l'hémisphère américain, car c'était leur principale source de menace. L'Empire britannique, la France et l'Espagne représentaient en réalité un risque pour la sécurité des États-Unis, car ils nourrissaient des ambitions coloniales et impériales sur le continent américain, en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud. Les Britanniques contrôlaient encore le Canada. Je pense donc que réaffirmer la doctrine Monroe signifie en fait chasser les intérêts coloniaux européens de l'hémisphère. En ce qui concerne la Chine, je pense que c'est beaucoup plus simple. Vous savez, il ne s'agit pas d'une doctrine chinoise. La Chine est là pour faire des affaires, tout simplement. Il ne se comporte pas comme un parasite qui s'infiltre partout, cherchant à balkaniser les nations, à saper les systèmes juridiques et à affaiblir les systèmes politiques, simplement pour transformer tout le monde en colonie du tiers-monde, vouée à l'extraction pure de ressources. La Chine arrive avec des plans de développement. Elle construit des centrales nucléaires, des barrages, des chemins de fer, des ponts, des ports, et ainsi de suite. Donc, je pense que si l'on veut élever le niveau de vie d'une région, si l'on veut en faire des consommateurs aisés, alors, les États-Unis et la Chine peuvent être des adversaires. Mais leurs programmes pourraient tout de même être compatibles. Car en fin de compte, si Trump veut faire des États-Unis une superpuissance industrielle, ils auront besoin de marchés. Et les marchés qui sont aisés sont de meilleurs marchés que ceux qui sont, vous savez, comme des bantoustans où les gens vivent avec $1 par jour. Donc je pense que, et je l'ai entendu de personnes qui ont donné, disons, des témoignages de seconde main, Trump, lors des réunions du cabinet, parle de nos soi-disant ennemis et de nos ennemis perçus, en faisant référence à des pays comme l'Iran, la Chine et la Russie. Ce qui signifie qu'il pense qu'il y a ses ennemis supposés ou perçus, et puis il y a les vrais ennemis. Ce que je dirais, c'est que Trump utilise maintenant le Groenland comme prétexte pour retirer les États-Unis de l'OTAN. Parce que, pour que Trump fasse sortir les États-Unis de l'OTAN de manière légale, c'est un traité, n'est-ce pas? Donc il faudrait que ça passe par le Congrès. Je pense qu'il faudrait une majorité des 2/3, ce dont Trump ne peut même pas rêver. Donc cela n'arriverait jamais de cette façon. Ce que Trump doit faire maintenant, s'il veut vraiment changer les choses, c'est enfreindre les règles. Il doit foncer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, tout casser, et pousser les Européens à dire « Bon, d'accord, nous allons nous retirer de l'OTAN. » Ou « Nous voulons que vous sortiez de l'OTAN, tu vois. »
créer un conflit qui mènerait finalement à la dissolution de l'OTAN. Ainsi, Trump atteindrait son objectif sans avoir à passer par le Congrès et tout le processus politique dont tout le monde sait déjà qu'il échouera. Tout cela rend donc très difficile de, comprendre ce que fait Trump. Mais je pense que lorsqu'on regarde l'ensemble de l'année et tout ce que Trump a fait, une méthode dans la folie se dégage. Cela signifie qu'il ne fait pas simplement au hasard des choses laides, cupides ou violentes sous l'effet de l'impulsion. Il conduit en réalité les États-Unis sur une certaine voie vers certains objectifs, ce qui veut dire qu'il y a un programme. Même s'il n'existe pas de stratégie publiée du type « voici ce que nous allons faire et voici comment nous allons y parvenir », il semble qu'il y ait une mission. Et je crois que cette mission consiste, comme Marco Rubio l'a annoncé il y a un an, en janvier 2025, à démanteler l'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale et à adopter une intégration multipolaire, dans laquelle la Chine et la Russie deviennent vos partenaires numéro 1 et numéro 2, non pas des adversaires, mais des partenaires. Beaucoup de ces organisations, comme l'OTAN et même les Nations Unies, doivent être réorganisées. L'Union européenne, vous savez, est devenue adversaire. Et puis il y a ce que fait l'Organisation des États américains en Amérique latine et dans les Caraïbes, où le Royaume-Uni dispose d'une mission d'observateur permanent. Ils sont donc très profondément impliqués. Cela pourrait constituer l'infrastructure de la puissance adverse à laquelle le document sur la stratégie de sécurité nationale fait référence. Mais il semblait que la majeure partie de la stratégie des États-Unis visait la Chine, car la Chine est réellement son principal rival. Beaucoup de choses paraissaient organisées autour de cette idée. Même la notion d'entretenir de meilleures relations avec la Russie viserait à s'assurer qu'elle ne se rapproche pas trop de la Chine. Couper l'Iran de la Chine pourrait créer davantage de pression énergétique là-bas, comme avec le Venezuela. Je ne dis pas que la Chine est la seule considération, mais il est curieux que les États-Unis semblent désormais se concentrer sur tout le reste, sauf sur la Chine. Comme vous le savez, le pivot vers l'Asie était censé signifier une réduction de la présence au Moyen-Orient et en Europe, mais les États-Unis restent fortement impliqués dans la guerre en Ukraine. Pas autant que sous le gouvernement Biden, mais tout de même. Et aussi au Moyen-Orient, en se désengageant de l'Iran, ou peut-être en provoquant une nouvelle guerre avec ce pays. Comment voyez-vous leur approche vis-à-vis de la Chine dans ce contexte? Car il semble être l'élément central du renforcement ou du rétablissement de la position hégémonique des États-Unis, si tel est bien l'objectif. Je ne sais pas si les États-Unis peuvent restaurer leur position hégémonique sur le continent eurasien. Ce serait très compliqué. Si l'on prend l'exemple de l'Iran, qui est le plus faible des trois pouvoirs si l'on parle de l'Iran, de la Russie et de la Chine, l'analyse coût-bénéfice de tout conflit entre les États-Unis et l'Iran est tellement déséquilibrée en faveur des coûts que je ne vois pas quel avantage les États-Unis pourraient en tirer, même si le régime iranien venait à changer, même s'ils y parvenaient, pourquoi? Je me demande vraiment pourquoi ils voudraient faire cela. Je ne pense pas que quiconque puisse formuler de manière cohérente le moindre avantage pour les États-Unis. Je peux voir l'avantage pour la Grande-Bretagne, pour la France, pour les puissances européennes, à éliminer le seul obstacle qui les empêche d'avoir le contrôle total du Moyen-Orient.
Et ensuite, parce que vous savez, c'est le commerce européen qui passe par, comment dire, le canal de Suez. 90% de toutes les marchandises qui transitent par le canal de Suez vont de l'Asie vers l'Europe. Cela n'a presque rien à voir avec les États-Unis. Je pense qu'il y a peut-être environ 3% du commerce américain qui y passe. L'Europe dépend bien davantage du pétrole du Moyen-Orient que les États-Unis. Il est donc très clair pourquoi cela est extrêmement important pour les puissances coloniales européennes. Les Britanniques cherchent à réaffirmer leur présence à l'est de Suez afin de contrôler leurs anciennes dépendances coloniales. Et là, l'Iran constitue un obstacle. Ils ne veulent absolument pas que la route arctique soit développée, car l'ancien dispositif géopolitique britannique reposait sur le contrôle de tous les points d'étranglement du commerce. Il s'agissait du canal de Suez, de la mer Rouge, de Bab el-Mandeb, du détroit d'Ormuz, du détroit de Malacca, et ainsi de suite. Tout le commerce entre l'Est et l'Ouest passe par ces points d'étranglement que la Grande-Bretagne contrôlait autrefois. Aujourd'hui, les Russes, avec les Indiens, les Iraniens et les Chinois, développent le corridor de transport nord-sud, qui est moins cher et plus rapide. Cela part de l'Inde, traverse l'Iran et la région de la mer Caspienne, jusqu'à Saint-Pétersbourg et peut atteindre le nord-ouest de l'Europe. C'est moins cher et plus rapide que de passer par le canal de Suez. Et puis, il y a la route arctique, qui constitue une autre alternative. L'administration Trump avait déjà fait du développement de l'Arctique l'un de ses objectifs stratégiques. Au Moyen-Orient, ils s'en prendront à l'Iran au profit des puissances européennes. Et à un coût énorme pour eux-mêmes. Peut-être un coût massif, voire catastrophique. Quant à Israël, il existe, comme vous le savez, un attachement sentimental et idéologique à l'État d'Israël au sein d'une part importante de la population américaine. In a significant segment of the US population, but regarded as an actual strategic. Mais si l'on considère Israël comme un véritable intérêt stratégique des États-Unis, c'est un handicap plutôt qu'un atout. Donc il n'y a que des inconvénients, risque de guerre, risque d'escalade, risque de perdre leur point d'appui dans la région, tout cela pour défendre quelque chose qui représente un coût net pour les États-Unis. Alors que faire des affaires avec l'Iran, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Ukraine, une fois que le gouvernement ukrainien aura changé? Tout cela présente beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients. Donc vous savez, je dois me boucher les oreilles quand Trump parle de l'Iran, mais je ne crois pas qu'il ait réellement l'intention de faire la guerre à l'Iran. Il doit se plier à ses donateurs sionistes, aux électeurs juifs sionistes et aux électeurs évangéliques chrétiens, qui constituent encore un bloc très important, très actif et très passionné dans les élections américaines. À moins d'un an des élections de mi-mandat. Mais en ce qui concerne l'intérêt national réel des États-Unis, je pense qu'ils sont prêts à commencer à prendre leur distance avec Israël. Nous le saurons bientôt, car pour le moment, Israël est en quelque sorte allié aux Émirats arabes unis, soutenant, je suppose, un certain nombre de mouvements séparatistes et terroristes dans la Corne de l'Afrique, en Somalie et dans le sud du Yémen. Et ils cherchent à balkaniser ces nations, à les transformer en un véritable chaos, comme la Libye. En même temps, cela a mis les Émirats arabes unis sur une trajectoire de collision avec l'Arabie saoudite et aussi en Syrie. Désolé. Également en Syrie, les Émirats et les Israéliens soutiennent, arment et financent des séparatistes druzes. Ils veulent donc même balkaniser la Syrie et plonger le Liban dans le chaos, et ainsi de suite. Les Émirats arabes unis opèrent dans ce domaine. D'un autre côté, les Saoudiens se sentent désormais très menacés par cela, car si le Yémen, la Somalie ou la Syrie s'effondrent en tant qu'État, cela met en péril la sécurité saoudienne.
Nous voyons donc maintenant que les Saoudiens sont allés jusqu'à lancer une action militaire contre les Émirats arabes unis. Ils n'ont pas bombardé les Émirats eux-mêmes, mais ils ont frappé des navires qui transportaient des armes pour le Conseil de transition du sud du Yémen, le STC, qui, selon moi, agit comme un gouvernement alternatif, non pas à Sanaa, mais à Aden, dans le sud du Yémen, n'est-ce pas? Et cela entre directement en conflit avec le gouvernement reconnu au niveau international à Aden, le gouvernement yéménite, qui est en réalité en exil à Riyad, n'est-ce pas? Ils soutiennent également des groupes militaires en Somalie. Ainsi, MBS, Mohammed Ben Salman, a tenté d'influencer Donald Trump et son administration pour faire déclarer ces groupes comme organisations terroristes. To declare these groups as terrorist organization. And so now you have Et donc, on voit maintenant se dessiner un conflit entre la stratégie menée par Israël avec les Émirats arabes unis, une approche typiquement britannique de la géopolitique, qui consiste à monter tout le monde les uns contre les autres, à balkaniser les nations et à les affaiblir pour mieux les contrôler. Voilà pour un camp. De l'autre côté, il y a des pays comme l'Arabie saoudite qui veulent préserver leur intégrité, leur souveraineté et leur sécurité et qui souhaitent coopérer avec la Russie, la Chine et l'Iran. Ils demandent à l'administration Trump de les soutenir. Si Trump dit oui, nous vous soutiendrons, nous déclarerons ces groupes militants somaliens comme terroristes, et ainsi de suite, cela les met alors en opposition directe avec Israël, les États-Unis contre Israël. Well, then that puts them at loggerheads with Israel, the United States versus Israel. Extremely complicated situation C'est une situation extrêmement complexe à gérer pour l'administration Trump. Mais au final, la manière dont Trump choisira d'agir nous dira clairement où il se situe. Car s'il décide de soutenir les Saoudiens, cela signifie qu'il adopte cette stratégie d'intégration multipolaire et qu'il prend des positions compatibles avec celles de l'Iran, de l'Arabie saoudite, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, et ainsi de suite, tout en tournant le dos à Israël. Je ne pense pas que Trump l'affirmera ouvertement, du moins pas avant les élections de mi-mandat, mais il pourrait tenir un grand discours et ne rien faire ensuite. Je pense que l'action menée en juin contre l'Iran correspondait exactement à cela. Trump a tenu un discours musclé, a lancé une série de Tomahawks sur des cibles annoncées à l'avance, a largué quelques bombes et a donné aux Iraniens un préavis de 48 heures pour se préparer. Les Iraniens ont répondu de la même manière, en annonçant à l'avance leur riposte et en gros en détruisant une station radar sans aucune victime des deux côtés. Ils se sont serrés la main, se sont remerciés mutuellement, puis il a dit « Nous avons anéanti le programme nucléaire, nous n'avons plus besoin de faire la guerre. C'est terminé, réglé, concentrons-nous sur d'autres choses. » Je pense que c'est là que nous verrons où se situe Trump. Mais si je devais parier aujourd'hui, je dirais soit que Trump ne s'impliquera pas dans une guerre contre l'Iran, soit qu'ils organiseront un autre faux combat à la manière de la World Wrestling Federation, quelque chose qui soulève beaucoup de poussière, mais ne change rien. Et ensuite, encore une fois, il dira « Très bien, nous leur avons montré, c'est fini, on s'en va. » C'est la meilleure interprétation que je puisse en faire. Allez-y. Quand tu as parlé du canal de Suez, ça m'a fait penser à J.D. Vance, parce qu'il disait la même chose. Pourquoi protégeons-nous le canal de Suez? Ça n'a rien à voir avec nous. C'est entièrement du commerce européen. Mais encore une fois, il me semble que l'administration Trump est un sacré mélange. Il y a des néoconservateurs complètement fous, mais il y a aussi des gens comme J.D. Vance qui paraissent très sincères à propos de ce principe de l'Amérique d'abord, ce qui les conduit à remettre en question des choses très fondamentales, comme le canal de Suez. Cela n'a rien à voir avec nous. Nous ne pouvons pas tout faire si nous voulons vraiment mettre l'Amérique en premier. Sinon, cela devient juste un slogan vide. J'ai simplement l'impression que tous ces efforts pour tout jeter en l'air et redistribuer les pièces de l'échiquier mondial
laissent énormément de place à l'erreur, et un échec dans un domaine pourrait se répercuter ailleurs. Encore une fois, j'espère que quelqu'un là-bas sait ce qu'il fait, parce qu'il semble un peu perdre le contrôle. I suspect that they do, Glenn, because Je le soupçonne, Glenn, parce que je pense qu'il est inconcevable que Trump soit allé à Caracas pour kidnapper Nicolás Maduro et sa femme. Ce n'est vraiment pas un détail sans importance. Et sa femme, sans en avoir discuté avec les Russes, pour leur expliquer ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, et obtenir leur feu vert. Mais ensuite, tu sais, quand j'ai commencé à me pencher sur cette organisation des États américains, le réseau de 14 centres financiers offshore, où circulent entre 50 et 75 000 milliards de dollars dans les Caraïbes. Where they have between 50 and 75 trillion dollars sloshing around in the Caribbean, the petrodollar market, another maybe. Le marché du pétrodollar, peut-être qu'il se recoupe, mais environ 22 000 milliards de dollars circulent en dehors des États-Unis, hors du contrôle de la monnaie américaine et du gouvernement américain, presque entièrement sous la domination de la City de Londres et de ses 14 centres offshore dans les Caraïbes. Ensuite, il y a la guerre de l'opium, car, le long de la frontière sud des États-Unis, les cartels de la drogue font passer des substances mortelles et gèrent la logistique, ainsi que les passages illégaux pour pratiquement tous les migrants sud-américains. Des millions et des millions de personnes traversent. D'accord, Trump a resserré le contrôle, mais cela durait depuis longtemps. Probablement 30 millions de migrants illégaux sont entrés aux États-Unis au cours des 20 dernières années. Entered the United States over the last 20 years. And the drug cartel, so weapons. Et les cartels de la drogue, donc des armes, des immigrés illégaux et des drogues illégales venant du Sud. Frontière Nord, le Canada, la même chose, plus le blanchiment d'argent à travers les banques canadiennes et les 50 grandes banques mondiales actives dans les Caraïbes. Cela sent la guerre de l'opium, une chose dont l'Empire britannique a une très très longue tradition. Des compétences très bien développées et avancées, avec, vous savez, la banque HSBC, qui s'est fait prendre en 2012 pour blanchiment d'argent au profit des cartels de la drogue mexicains et d'organisations terroristes. Ils s'en sont pratiquement sortis indemnes grâce à l'administration Obama et à Eric Holder, avec en gros une amende symbolique. Je crois que c'était 5 ou 10% de leurs bénéfices annuels. Et ensuite, ils ont obtenu un accord de poursuite différé, ce qui signifie que si vous ne faites rien d'illégal pendant les 5 prochaines années, tout est oublié et vous continuez comme si de rien n'était. Aucun dirigeant n'a fini en prison. Et ensuite, HSBC a pu se surveiller elle-même, c'est-à-dire qu'il nomme une personne, lui donne de l'argent, du crédit et tout le reste, puis déclare « Oh oui, HSBC est irréprochable ». 5 ans plus tard, retour aux affaires comme d'habitude. Ainsi, les États-Unis se sentent à juste titre assiégés, mais ce n'est ni la Chine, ni l'Iran, ni la Russie. C'est cet ordre mondial amorphe, parasitaire et fondé sur des règles, dont le véritable siège se trouve aujourd'hui dans la City de Londres, lié à des familles oligarchiques européennes associées au système bancaire. Et donc, voici l'ennemi. Je pense qu'une fois qu'on le regarde à travers ce prisme et qu'on ignore les déclarations publiques de Trump, parce que cela provoque littéralement des lésions cérébrales, si on met de côté ses propos et qu'on observe les résultats de ce que fait son administration, alors cela commence à avoir un certain sens. À partir de ce prisme, on peut parvenir à quelques explications plausibles, mais ce n'est rien de tout cela. Ce n'est pas une question de pétrole vénézuélien, ni de changement de régime en Iran. Je pense qu'il s'agit de démanteler l'ensemble de l'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, quand on parle de droit international, il faut se rappeler que le droit international englobe ces soit 16 organisations internationales qui opèrent dans le monde entier, sans transparence
sans responsabilité envers aucun gouvernement, avec des arrêts for Islam Smore et des immunités complètes. Full tax exemptions, full legal immunities. And then when you look into what they do, it's climate change. Et puis quand on regarde ce qu'ils font, il s'agit du changement climatique, de l'idéologie de genre, des monnaies numériques. Cela ressemble assez à une matrice d'asservissement qui est lentement construite et développée à travers le monde et qui finira par nous être imposée à un moment donné. Il n'y aura pas moyen d'y échapper. Et si j'ai raison de penser que la méthode dans la folie de Trump vise en réalité à démanteler tout cela, alors je dois dire que cela m'encourage. Que j'ai raison ou non, je pense que le temps le dira. Mais observez le conflit entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et voyez de quel côté les États-Unis vont se placer. Et cela, nous ne pouvons pas forcément le savoir à partir des déclarations publiques. Quoi que dise Trump, ignorez-le pour votre propre santé mentale. Mais vous savez, quand on regarde ce qui se fait réellement, il faut observer les responsables israéliens, parce qu'ils sont devenus assez hystériques à propos, vous savez, de Tom Barak en Syrie, le nouvel envoyé de Trump là-bas. Ils ne sont pas très contents de lui. Je pense que nous le saurons à travers les déclarations israéliennes. Je pense que nous le verrons aussi. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps à observer certaines personnes, des responsables britanniques qui apprécient Trump, Alastair Campbell, l'ancien chef de cabinet de Tony Blair, Rory Stewart, des gens comme David Rothkopf, John Bolton, tous ces gens-là. CIA guy, Mike Pompeo. Le type de la CIA, Mike Pompeo, ancien de la CIA. Bref, tu sais, je pense qu'ils parlent beaucoup en ce moment et qu'ils laissent transparaître un peu leur frustration. Ils sont extrêmement frustrés par Donald Trump. Et puis aussi, tu vois, que disent les Russes, que disent les Chinois? Quand il a enlevé Maduro, ils ont fait une condamnation symbolique de l'action, mais c'était pas vraiment fort. C'était très très étrange. Et puis Poutine disparaît, Poutine devient invisible, parce que je pense qu'il ne veut rien dire publiquement à ce sujet. Il ne veut pas qu'on lui pose de questions, alors il n'apparaît tout simplement nulle part. Tout cela est très étrange, mais je pense que c'est très différent de ce que ça semble être en surface. Oui, eh bien, ils ne pratiquent pas beaucoup la politique du mégaphone en général en Russie. Mais on dirait que nous avançons en somnambule vers quelque chose, au moins qu'une erreur de calcul pourrait se produire. Mais merci d'avoir pris le temps. Je crois qu'on a un peu dépassé, mais merci. Merci pour l'invitation, Glenn. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et j'espère qu'avant la fin de l'année, nous saurons ce qui se passe.